les démocraties occidentales sont en train de devenir des oligarchies libérales où l'élite ne se sent plus investie de la responsabilité de faire le bonheur des gens qui n'en font pas partie. D'accord ? Et je trouve que si je confronte à ma modeste expérience de ce que je fréquente, etc., je pense que malheureusement, c'est une affirmation qui est tout à fait fondée. Et dans l'élite, je mets une partie de la classe politique. Personnellement, moi, je trouve que ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée est lamentable. C'est juste lamentable. Voilà. Chacun joue son petit destin personnel, là. Tous pareils, hein, je veux dire, ils sont tous exactement en train de faire exactement le même jeu. Comme si le seul truc, c'était de tenir jusque dans 3 ans et qu'après, il n'y avait pas d'autres problèmes à gérer, quoi. Je pense que depuis le début, on n'a pas parlé de l'éléphant dans la pièce, qui est vraiment cette précarité des plus jeunes, de cette détresse psychologique d'une très grande partie des jeunes qui n'ont de toute façon pas la possibilité matérielle de s'engager. On oublie que les jeunes, ce sont les premiers précaires en France et que leur première préoccupation pour beaucoup d'entre eux, c'est de manger, c'est de réussir à payer leur loyer. Et là, c'est très très documenté, il y a beaucoup de statistiques sur le sujet. La dernière du Crédoc, c'est 1 jeune sur 4, et ils prennent les moins de 40 ans, donc c'est une définition de la jeunesse quand même assez large, qui ne mange pas à sa faim en France. Donc qui n'est pas capable sur l'année de se nourrir à chaque fois en fonction de ses besoins, ce qui est absolument énorme. La moitié des personnes qui font la file d'attente pour obtenir de l'aide au Resto du Cœur ont moins de 26 ans. Donc parfois, quand on se représente la pauvreté, l'extrême pauvreté, on va s'imaginer quelque chose de très intergénérationnel. Non, la plupart d'entre eux sont très jeunes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont exposés, on l'a évoqué, à des emplois qui sont beaucoup plus précaires, au sens où ils ont moins de protection. Donc on avait environ une vingtaine de pourcents, 17% des emplois en 1986 qui étaient des emplois dits précaires, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas un CDI. Aujourd'hui, on est à 52%, donc ça implique moins de protection sociale. Ce sont des emplois qui sont aussi moins rémunérés, donc on a des jeunes qui sont plus exposés à la pauvreté parce que, également, il y a eu de l'inflation, parce que le contexte a changé, que le prix de l'autonomie est beaucoup plus cher que par exemple dans les années 70 ou les années 80, où si on gagnait un SMIC, on pouvait faire un prêt, on pouvait acheter une voiture, on pouvait accéder à plus d'autonomie de vie. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de problème à l'époque, matériel notamment très important, de problèmes de conditions de travail. Je ne suis pas en train de faire un tableau noir et blanc, mais aujourd'hui on a des jeunes pour qui l'entrée dans la vie active est de plus en plus difficile, et surtout ça ne se rattrape pas dans le temps. Et donc à ces jeunes-là, leur dire il faut que vous vous occupiez du climat, il faut que vous alliez vous engager, c'est très complexe parce qu'il y en a vraiment une grande partie d'entre eux qui est juste en train de gérer des choses extrêmement basiques. Ensuite, sur l'anxiété, sur le pessimisme en fait de manière générale, c'est évidemment lié à la question climatique, mais c'est aussi beaucoup lié à la question économique, c'est-à-dire de ne pas pouvoir faire le métier qu'on veut, un métier qui a du sens, un métier qui nous plaît, un métier qui est bien rémunéré. En fait, c'est quasiment une équation impossible pour énormément de jeunes aujourd'hui. Encore une fois, ça s'aggrave avec le temps, ça a toujours existé, mais c'est de pire en pire sur cette question-là. Évidemment, l'utilisation des smartphones, des écrans, le fait qu'on ait accès à des choses très violentes, à toutes les informations aussi sur l'écologie, sur notre situation en direct depuis notre chambre, ça rajoute à cette anxiété générale. Et on se retrouve avec un jeune sur 5 qui souffre de troubles dépressifs. Et c'est très sérieux. Et ce sont les chiffres de Santé publique France qui ne baissent pas depuis le Covid. Donc c'est-à-dire que ce n'était pas qu'un effet conjoncturel avec le Covid, ça continue aujourd'hui. On a les pensées suicidaires des jeunes qui frôlent les 8% de jeunes qui ont des pensées suicidaires. C'est le double de ce qu'on avait en 2014. Donc en fait, plus ça va, plus les jeunes sont dans un état de détresse absolument majeur. Et je rajouterais aussi que ce ne sont pas que des pensées suicidaires, puisqu'on a une partie d'entre eux qui passent carrément à l'acte. On a une augmentation là aussi des tentatives de suicide des plus jeunes. Et on ne peut pas ne pas parler de ça quand on parle d'engagement des jeunes et d'écologie. Parce qu'en fait, à tous ces jeunes qui vont aussi mal, je pense que c'est très difficile de s'engager. Et ils rencontrent des difficultés très importantes, premièrement évidemment pour accéder à des soins psychologiques, à des soins psychiatriques, parfois même à un traitement à être vraiment pris en charge. Et quand bien même ils le sont, ils sont ensuite rebalancés dans un monde qui est toujours aussi anxiogène. Et pour tous ces jeunes-là, effectivement, c'est rendu très compliqué. Et ensuite, je pense qu'il faut qu'on parle quand même de la question générationnelle, qui met tout le monde mal à l'aise et qui, pour moi, n'est absolument pas une grille de lecture suffisante. C'est une grille de lecture parmi de nombreuses. Il y a aussi la grille de lecture des classes sociales, il y a plein d'autres grilles de lecture. Mais tout de même, les jeunes générations subissent les effets de quelque chose qu'elles n'ont pas créé. Et moi, j'appelle pas du tout à culpabiliser les générations précédentes. Si j'étais née à la même époque, j'aurais fait pareil. J'ai aucun doute là-dessus. Mais simplement, il y a un sentiment aussi un peu d'injustice de se dire, mais il faut qu'on gère tout ça. C'est terrifiant pour ceux qui en ont conscience. Et en plus,
c'est pas nous qui l'avons fait. Et en plus, une partie des plus âgés se moquent de nous ou nous stigmatisent quand on s'engage parce que c'est jamais de la bonne façon et on a la sensation que ça leur importe peu. Et je rappellerai ce chiffre qui est quand même un chiffre qui a été diffusé dans la revue Science il y a 2 ans, qui dit qu'une personne qui est née en 2020 va subir 7 fois plus de vagues de chaleur au cours de sa vie qu'une personne qui est née en 1960. Donc de toute façon, c'est un fait très basique, c'est que plus on est jeune, plus on va subir de manière intense les effets du réchauffement climatique et de la crise écologique de manière générale. Et ça crée un sentiment parfois de désarroi, d'injustice et surtout d'impuissance. Et moi, ce que j'ai constaté chez les jeunes qui étaient éco-anxieux, que j'ai quand même longuement interviewé pour beaucoup d'entre eux, ce qui les terrifiait, donc pour certains c'était complètement paralysant, pour d'autres ça se transformait en action, mais globalement ce qui les terrifiait, ce n'était pas le réchauffement climatique en tant que tel, ce n'était pas la crise écologique en tant que telle, c'était l'inaction politique. C'était l'impression d'être embarqué avec des adultes qui ne gèrent pas du tout la situation et qui sont en train de sacrifier leur avenir. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, y compris chez les jeunes qui n'étaient pas les plus écolos, qui n'étaient pas ceux qui allaient le plus s'impliquer au quotidien, mais qui ont cette sensation d'être complètement abandonnés. Et c'est une question qui a été beaucoup posée à l'intégralité des militants, et souvent militantes écologistes, les jeunes, à l'image de Greta Thunberg, c'est « et du coup, on fait quoi ? Dites-nous ». Mais en fait, la plupart des jeunes, ils sont par définition jeunes, ils ne savent pas ce qu'il faut faire exactement, ils n'ont pas de feuille de route, ils veulent juste que tout le monde se mette tout de même à se poser la question et à essayer de trouver des solutions de manière collective. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Là où je suis tout à fait d'accord, c'est que je pense qu'il y a un écart entre ce que j'ai dit tout à l'heure sur le comportement effectif et le sentiment je ne sais pas comment il faut l'appeler, de stress, d'anxiété, voilà. Et on peut très bien avoir une consommation compulsive tout en étant anxieux. Ça pose aucun problème. Ça peut même du reste être une réponse. D'accord Comme je ne sais pas de quoi demain sera fait, tant que c'est là, j'en profite. Pas me prier. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a une personne qui a eu un mot très cruel sur la classe dirigeante, qui est Emmanuel Todd. Dans un bouquin qu'il a écrit récemment, il a dit en fait les démocraties occidentales sont en train de devenir des oligarchies libérales où l'élite ne se sent plus investie de la responsabilité de faire le bonheur des gens qui n'en font pas partie. Et je trouve que si je confronte à ma modeste expérience de ce que je fréquente, etc., je pense que malheureusement c'est une affirmation qui est tout à fait fondée. Et dans l'élite, je mets une partie de la classe politique. Personnellement, moi je trouve que ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée est lamentable. C'est juste lamentable. Voilà. Chacun joue son petit destin personnel, là, tous pareils, je veux dire, ils sont tous exactement en train de faire exactement le même jeu, comme si le seul truc c'était de tenir jusque dans 3 ans et qu'après il n'y avait pas d'autres problèmes à gérer, quoi. Je peux tout à fait partager cet énervement ou cette colère, alors que moi effectivement j'ai l'âge d'être son père, donc je serais concerné un peu moins longtemps par le problème, mais qui consiste à se dire à quoi pensent-ils, quoi, enfin, où est-ce qu'ils ont la tête, de quoi ils s'occupent. Alors j'entends bien qu'il y a plein de problèmes, c'est pas le sujet, mais effectivement on a l'impression que finalement l'idée même d'essayer de faire un truc qui soit un peu pensé sur 10, 20, 30 ans, où on met les choses dans l'ordre, etc., on a l'impression que ça intéresse extrêmement peu de gens, et je comprends tout à fait qu'on puisse se sentir en plein désarroi face à ça. Parce qu'on ne va pas régler des problèmes structurels avec des trucs à la petite semaine, quoi. C'est absolument évident. Comment est-ce qu'on arrive à combattre ça? Alors c'est pas un plaidoyer pro bono, mais quand même un peu. Je pense qu'il n'y a pas d'autre manière que de repartir de la société civile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre manière que de repartir de choses qui progressivement... On est renvoyé à ce qu'on disait tout à l'heure sur essayer d'agréger 5, 10, 20% de gens qui sont à peu près d'accord. Et je pense que ça repartira de la société civile et de construction. Donc c'est à ça qu'on essaye modestement d'œuvrer au Shift Project, l'association que j'ai créée. C'est d'essayer de proposer des choses qui, mises bout à bout, finissent par agréger un nombre suffisamment de gens qui disent « nous, on a envie d'aller dans la même direction » et on commence à essayer de construire un truc global qui nous paraît à peu près flotter. Je ne vois pas d'autre moyen d'essayer de répondre à cette espèce de déshérence de la projection à moyen et long terme qui s'est emparée aujourd'hui de la classe politique dans son ensemble, encore une fois sans grande exception.